Bonjour à tous. Pour cette nouvelle session du think tank Schema Publica, aujourd'hui sur le digital comme levier de transformation de la durabilité des entreprises. Je suis Claude Revel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Courtois. Merci Jean-Philippe d'être là. Merci de nous consacrer Merci ce de temps. l'invitation, Claude. Et donc, Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif et président des partenariats de transformation nationale chez Microsoft. À ce titre, votre objectif est, comme vous le dites, de transformer des économies nationales, un pays à la fois, en créant une croissance économique durable et inclusive, et grâce à la transformation numérique. Mais vous n'avez... il y a encore des choses à dire sur vous. Vous avez rejoint Microsoft en 1984. Vous avez notamment dirigé des activités commerciales de Microsoft dans le monde et dans 124 filiales à travers le monde, en tant que vice-président exécutif et président monde des ventes, du marketing et des opérations. Last but not the least, vous êtes diplômé de Schema Business School, alors en réalité du CERAM, qui est une des branches originaires de Schema Business School avec l'ESC de Lille. Et aujourd'hui, président du conseil d'administration de Schema Business School. Et enfin, vous êtes le président d'une association qui s'appelle Live for Good, qui a pour but de libérer le potentiel des jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat à impact. Absolument. Alors aujourd'hui, nous allons parler de durabilité des entreprises et aussi de la contribution du digital à cette durabilité. Un petit point, en décembre 2022, comme vous le savez certainement, nos auditeurs, l'Union européenne a adopté une nouvelle directive sur la publication d'informations en matière de durabilité, donc de reporting extra-financier en réalité, qui s'appelle la directive CSRD, on l'appelle par son acronyme anglais, Corporate Sustainability Reporting Directive. Elle s'appliquera aux grandes entreprises à partir de 2024 et 2025 et en 2026 aux PME. Elle devrait concerner des dizaines et des centaines, et dès le début déjà plus de 50 000 entreprises européennes. Et tout ça évidemment encadré par les normes ESRS, European Sustainability Reporting Standards, de l'EFRAG. Donc comment les entreprises peuvent-elles répondre à tout cela ? Comment le digital va les aider. Et avant de donner la parole à Jean-Philippe, un tout petit point de rappel comme d'habitude sur le think tank Schema Publica, qui est un think tank international indépendant qui a pour objectif de produire des analyses et des anticipations sur les sujets sociétaux et géopolitiques pour alimenter le débat public et pour donner une information pointue et en avance aux décideurs de politique publique. Donc Jean-Philippe, avec la mise en application prochaine de la directive CSRD, des dizaines et des centaines de milliers d'entreprises vont être concernées. Comment vont-elles s'y prendre? Comment vont-elles adapter leur stratégie? Oui, alors Claude, en fait, c'est l'apparition de cette norme réglementaire qui va entrer en application très bientôt, qui concerne toutes les entreprises d'ailleurs aussi mondiales qui ont des activités en Europe. Il faut comprendre ça aussi. Donc, c'est pas innocent. Ce n'est pas des entreprises nées en Europe. Des entreprises comme Microsoft et bien d'autres qui ont plein de filiales en Europe vont devoir également, évidemment, reporter ces données. Alors d'abord, c'est quelque chose qui est venu dans la foulée, j'allais dire, du triptyque People, Profit, Planet, dont on parle déjà depuis une décennie et qui était très importante, qui est je pense, la prise de conscience des modèles économiques du capitalisme, d'avoir 3 pieds et pas un seul. Il y a évidemment un pied évident qui est le profit, qui est le développement financier, la croissance. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait un autre pied qui sont les personnes, le capital humain, les ressources humaines internes ou externes. Et puis un troisième élément gigantesque maintenant qui s'est imposé à tous, je pense, depuis quelques années, qui est l'évidence climatique et l'évidence environnementale. Donc suite à ça, en fait, des normes réglementaires sont apparues dans le monde et l'Europe prend un rôle un peu de leadership pour définir cette nomenclature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les entreprises, et on commence déjà par les plus grandes entreprises, ce qui se passe, c'est que dans les conseils d'administration, il se trouve que je participe à une ou deux conseils d'administration de grandes entreprises publiques aussi, eh bien, il y a une véritable discussion qui est en train d'évoluer entre ce qui a été la discussion pendant de nombreuses années dans les boards sur la fameuse responsabilité citoyenne d'entreprise, voire la philanthropie, quelque chose de très bien,
mais qui était un petit peu quand même, il faut être très clair, assez accessoire, voire des fois superficiel, dans la réalité de ce que faisait l'entreprise. Certaines faisaient des choses très belles aussi. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que dans les boards, au sein du conseil d'administration, et je vais y revenir dans les comités d'audit en particulier, eh bien, il y a une discussion qui concerne la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, d'où le terme ESG. ESG. Et en fait, la manière de l'aborder, il y a vraiment un état d'esprit, une maturité à développer à 3 niveaux. Le premier niveau, que toutes les entreprises vont devoir de toute façon adopter, c'est le fameux niveau de compliance. C'est-à-dire, on est là, on doit absolument respecter les règles. Il y a maintenant de nouvelles normes, il y a des réglementations, comme il y a des normes comptables, fiscales, juridiques dans chaque pays du monde. Ben, il y a des normes de reporting extra-financier sur lesquelles il faudra reporter. Donc, il faut être prêt, et ça arrive très vite. Ça, c'est le minimum, j'allais dire. C'est ce qu'on appelle la licence pour opérer en tant qu'entreprise, et qu'on a dans des tels aspects de business. Le deuxième niveau, qui est très important, et bien évidemment qui a lieu dans tous ces comités d'audit, c'est ce qu'on appelle l'Enterprise Risk Management Framework, qui est vraiment une discussion stratégique sur les risques systémiques qu'a une grande entreprise, ou les entreprises moyennes, sur l'ensemble des paramètres de son business. Et les risques, ils sont très divers, ils sont liés aux ressources humaines, ils sont liés à l'environnement et aux dommages causés, ils sont liés à des risques réputationnels, ils sont liés à des risques liés à des changements de politique publique, etc., etc. Et donc, ce que font les entreprises, c'est qu'elles définissent une matrice de ces risques qui est discutée avec les comités exécutifs, qui est discutée avec le conseil d'administration, pour être très clair sur les risques les plus importants et surtout comprendre les plans d'action qui sont mis en œuvre pour y répondre au cas où le risque venait à devenir inacceptable ou venir à créer évidemment une menace pour l'entreprise avec un impact notamment financier et économique pour les actionnaires importants. Donc c'est un deuxième niveau de discussion très important et cette base, elle doit être également existante. Elle existe, elle est plus ou moins poussée selon les entreprises. Le troisième niveau de maturité, qui est je pense le plus important, auquel je crois beaucoup, et le plus complexe, c'est d'avoir une stratégie réellement engagée vers l'ESG, c'est-à-dire de considérer, ce qui est dans l'état d'esprit d'ailleurs du reporting, la fameuse double matérialité. La double matérialité, c'est aussi bien la matérialité financière que la matérialité environnementale et sociale, et c'est d'être capable de comprendre comment au cœur de sa stratégie d'entreprise, dans le design, la conception de ses produits, dans sa supply chain, dans les conditions de travail de ses salariés et de tous les sous-traitants qu'on a, imaginons notamment l'industrie agroalimentaire avec tous ces millions de fermiers dans des conditions d'exploitation plus ou moins connues, plus ou moins traçables, etc. Bref, d'arriver à comprendre dans toutes ces composantes, également sur la partie corruption, éthique d'entreprise, etc., comment l'entreprise peut pas simplement anticiper des risques, mais peut-être bâtir des offres différenciées, concurrentielles, qui vont leur donner un avantage sur le marché. Ça veut dire quoi ? On le voit aujourd'hui dans de multiples exemples d'entreprises qui essaient de montrer qu'elles sont, entre guillemets, plus vertueuses, non pas pour faire du greenwashing, parce que là, ça va leur revenir directement, mais en montrant que la composition de leurs produits, eh bien, en fait, émet de moins en moins de CO2. Donc, dans les composants, prenons la construction, très bon exemple actuellement, la construction, c'est près de 10% des émissions de CO2 dans le monde, c'est énorme. Et en fait, le plus gros moteur de ces émissions de CO2, c'est les matériaux de construction. C'est pas... Alors, il y a bien sûr l'énergie, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, une fois qu'on y est, c'est important, mais c'est relativement petit par rapport à la constitution même des bâtiments. Donc, voilà le troisième niveau qui est très important, par lequel les entreprises vont pouvoir, à court, moyen, long terme, bâtir des stratégies. Et alors, après, il y a à mettre en place vraiment une dynamique, parce que je pense que c'est la plus grosse transformation qu'ont à vivre les entreprises, avec le digital comme appui, et qui va consister à éduquer. Il y a une éducation énorme à faire des dirigeants, des leaders, des managers, d'impliquer les salariés également, de définir ses priorités stratégiques, d'avoir une feuille de route, d'avoir la capacité de mesurer ses objectifs, on va sûrement y revenir, donc ça suppose des données, etc., d'implémenter, d'exécuter, et chaque année de faire ce reporting qui est transparent, qui est visible, qui est public, donc qui est critiquable de toutes les manières possibles par les actionnaires, par les salariés, par les clients, etc., pour itérer et améliorer sa feuille de route en permanence. Voilà, donc c'est quand même très complexe, mais ce qui est très important, c'est pas parce qu'on dit que c'est de l'extra-reporting financier que c'est à côté du business. Ça ne peut fonctionner que si c'est inscrit au cœur d'une stratégie d'entreprise. Ah oui, absolument, ça va tout à fait.
c'est pas extra au sens outside. Non, c'est C'est pas juste un add-on ou un module qu'on rajoute parce qu'il est... intégré dans le reporting global, en fait. Voilà, Sinon, ça sera très, très vite c'est clair. visible. Et alors justement, tout ça requiert énormément de données, d'analyse de données, de collecte de données dans tous les sens. Et c'est effectivement complexe pour les entreprises. Comment est-ce que les données massives, peut-être l'intelligence artificielle, je ne sais pas, pourront aider réellement les entreprises à affronter ce nouveau challenge? Oui, alors l'un des challenges les plus importants à l'heure actuelle pour les entreprises, c'est la mesure de ce qu'elles annoncent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un très grand nombre d'entreprises, lors des différentes COP du monde, qui ont annoncé des engagements pour devenir ce qu'on appelle une entreprise net zéro, ou à émissions neutres ou négatives à l'horizon 2050 ou avant. Plus de 2/3 des plus grandes entreprises du monde l'ont fait. Une nette augmentation, et on va arriver rapidement au 100%. L'enjeu, c'est de s'accorder sur quelles données mesure-t-on. Oui, ça. Deuxièmement, quelle est l'intégrité de ces données. Donc, Des d'avoir standards et de la mesure d'intégrité. standards, mesure d'intégrité, l'auditabilité de ces données justement, parce que ça va être le cas, ça va être fait par des organismes certifiés, accrédités, des auditeurs, etc. Et donc, il y a un enjeu gigantesque de comprendre finalement l'entrepôt de données existant ou incomplet qui existe dans les entreprises par rapport à cette batterie d'indicateurs qu'on a parlé. On ne les a pas indiqués, mais il y en a énormément sur le E, le S et le G. Et donc, pour chacun de ces indicateurs, il va falloir premièrement faire un répertoire de toutes les données. Ces données, aujourd'hui, dans les entreprises, elles sont disséminées dans des dizaines, voire des centaines d'entrepôts de données, de systèmes d'information différents. Ce n'est pas juste dans l'ERP de l'entreprise, c'est également dans des systèmes opérationnels, c'est dans des systèmes de production, c'est dans des marketplaces, c'est diffusé par de très nombreux systèmes d'information. Donc, premièrement, c'est de répertorier tout ça. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'ingestion de données. Donc ça, c'est de la technologie qui permet d'ingérer de la donnée sur une plateforme qu'on appelle communément un data lake, donc un lac de données, dont il faut créer une architecture, donc ça, c'est quelque chose d'assez technique, et autour de laquelle on va pouvoir justement ingérer des données, on va pouvoir les nettoyer, parce que toutes les données ne sont pas utilisables en l'état, donc il y a une forme de nettoyage de données qui doit être faite, et de les formater pour être utilisables pour des analyses et ce qu'on appelle les analytiques. Alors ensuite, on a besoin aussi de ce qu'on appelle des API, donc des interfaces de programmation, qui vont de manière automatisée injecter des données externes. Prenons l'exemple d'un fournisseur d'électricité, d'énergie. Les entreprises ont besoin d'analyser dans ce qu'on appelle le scope 1, le scope 2, on ne parle pas du scope 3 qui est encore beaucoup plus complexe, ces émissions d'énergie importées d'autres acteurs. Pouvez expliquer une seconde pour les auditeurs ce que c'est que scope 1, scope 2? Oui, alors scope 1, c'est les émissions directes de l'entreprise. Voilà. Le scope 2, c'est des émissions en fait d'énergie notamment, mais qui sont indirectes et pas nécessairement sur les sites de l'entreprise. Et le scope 3, c'est en fait en dehors, ce qu'on dit en dehors, en fait, ça ne met pas la responsabilité de l'entreprise, du contrôle de l'entreprise, mais qui vient de toute la supply chain, Exactement. amont et aussi vers les clients, de l'utilisation de ces produits et services et leur constitution. Et en général, il faut le dire, ça représente plus de 90% des émissions de CO2. Ça veut dire que même si on fait un excellent travail sur ce qu'on contrôle, en 1 et en 2, il y a un travail gigantesque et extrêmement complexe d'entraînement de l'ensemble de son écosystème par industrie pour accepter à des normes complètes. D'où ces API, pour aussi harmoniser les flux de données avec tous ces acteurs. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, c'est déjà un gros travail, il y a effectivement cette architecture de données qui existe, on crée ce qu'on appelle des modèles de données, et notamment un modèle commun de données. Et donc ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on définit des critères, des caractéristiques de données qui vont être taguées d'une certaine manière stratégique dans l'entrepôt de données, et qui vont permettre ensuite d'avoir toutes ces visions analytiques de tableaux de bord opérationnels, et pas simplement pour le reporting final vers l'Union européenne, opérationnels pour les personnes en charge de la supply chain, les personnes en charge des ventes, du marketing, du support, etc., pour que chacun ait la réalité, la visibilité de ces données. Et enfin, évidemment, et Dieu sait que c'est une opportunité gigantesque, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité de développer ce qu'on appelle des machine learning, des modules apprenants, qui, compte tenu de toutes ces données d'entreprise et en y injectant également des benchmarks d'open data, de données d'industrie, d'autres acteurs,
pour pouvoir se comparer, comprendre avec d'autres signaux extérieurs, enfin, comment on peut prévoir éventuellement l'évolution de ces données, et c'est-à-dire comment on peut simuler des trajectoires de son empreinte carbone, de sa consommation d'eau, de sa consommation, son émission de déchets, et ainsi d'avoir des stratégies beaucoup plus proactives pour donner les outils pour le décider. Donc voilà un petit peu, de manière un peu détaillée, tous les enjeux, et qui fait que sans data, d'abord on ne mesure rien, on peut faire de beaux discours. Sans data intègre, et sans nettoyé, data de bonne qualité, intègre au sens de bonne qualité. Voilà. Et sans système d'information et plateforme data, on n'arrivera jamais à avoir une approche crédible en matière de durabilité. Mais alors justement, est-ce qu'il est possible de faire des solutions adaptées à chaque entreprise, des solutions embarquées pour les process, mais de chaque entreprise, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas de solution pour tout le monde? Comment on répond? Alors en fait, premièrement, il y a des solutions qui existent, qui sont fournies par les grands acteurs de la tech, dont Microsoft et d'autres acteurs, où on a créé des plateformes qu'on appelle de Cloud for Sustainability, qui sont des plateformes et des modèles de données agrégés, et qui sont surtout une architecture qui permet d'aider, de faire créer ces modèles uniques de données par chaque entreprise. Et donc ensuite, finalement, chaque entreprise, en utilisant ce type de technologie, va construire son modèle de données et va construire, là encore, toute la logique du faisceau de données à injecter, à traiter, etc. Donc, il y a une complémentarité en fin de compte, parce qu'il y a la nécessité d'avoir d'abord une base dans le cloud, une base avec des plateformes de données à très large volume, gigantesque, une base qui va permettre d'avoir les services d'IA les plus avancés. Et ça, ce n'est pas les entreprises qui vont l'inventer, c'est des services tech qui existent aujourd'hui. Mais après, c'est l'intelligence de l'entreprise, sa connaissance de son métier et la capacité avec des data scientists dans une entreprise, en se faisant aider par des acteurs qui sont des intégrateurs systèmes, qui sont des professionnels, pour les aider à mettre en place leur modèle de données. Parce qu'il faut quand même des compétences nouvelles de l'entreprise pour faire tout ça, c'est pas... Oui, ça veut dire que... Ils connaissent leur métier, mais ne connaissent pas forcément la manière de le... Ça veut dire que finalement, on a un triptyque. Il y a la connaissance business des métiers de l'entreprise. Il y a évidemment une connaissance des enjeux environnementaux, sociaux, etc. Parce que si on ne comprend pas comment pourquoi on fait ça et dans le cadre de son activité. Et troisièmement, qui sont les compétences digitales et data, il faut commencer à généraliser. Oui. Et alors, si on prend le marché de la tech, là, pour le coup, enfin les grandes entreprises plutôt de la tech, est-ce que vous pensez que tout ça va faire émerger des nouveaux acteurs pointus, agiles, etc., qui vont fournir toutes ces nouvelles, pour répondre à tous ces nouveaux besoins? Ou est-ce qu'au contraire, ça va accroître la place des grosses entreprises déjà installées? Qu'est-ce que vous en pensez? L'évolution du marché de la tech. Oui, alors, en fait, comme toute nouvelle vague et opportunité, se crée plein d'opportunités pour de nouveaux venus, de startups notamment. Il se trouve qu'on est à un point d'inflexion du secteur de la tech avec ce qu'on appelle l'IA générative. Donc, tout le monde a joué, je pense, avec ChatGPT, j'espère, parce que c'est vrai, il faut le faire, ou Bing Chat, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et qui va permettre et qui permet aujourd'hui à des acteurs très différents de proposer des choses très avancées. Je donne des exemples. J'étais au salon Change Now qui s'est tenu récemment à Paris, 35 000 personnes et des centaines d'entrepreneurs à impact. C'est quoi? Ce sont des startups ou des sociétés déjà établies qui ont établi effectivement des produits à base d'IA pour aider les entreprises. Premier exemple, une boîte très connue qui est Ecovalis. Une boîte française qui est globale, qui est l'un des 2-3 leaders en matière de Sustainability Business Ratings. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un scoring de plus de 100 000 entreprises dans le monde sur leur supply chain pour toute leur chaîne de fournisseurs, etc., qui permet justement dans ce fameux scope 3 de comprendre et d'alimenter par des données mesurables à des entreprises clientes de leur abonnement ce qu'ils font. Tout ça, c'est basé sur une plateforme cloud, il se trouve que c'est celle de Microsoft, donc on les aime bien sûr, et de data, et qui fait que ça donne de la donnée de qualité mesurable à ces entreprises. Un autre exemple de solution très concrète, boîte aussi très grande, après je prendrai l'exemple de start-up, Ecolab, qui est connu peut-être par pas mal d'acteurs. C'est un des leaders mondiaux en matière de management de l'eau, mais également en termes également de prévention d'infection et d'hygiène. En fait, ils ont développé à base d'IoT, d'IA, une capacité à faire simplement des économies d'eau de manière considérable en analysant
là où il y a des fuites, là où il y a des pertes d'eau sur des sites industriels, sur des sites agricoles, etc., extrêmement complexes. Et tout ça, c'est une plateforme de données encore et un acteur qui fournit ça. Des exemples après extrêmement différents. Des exemples, par exemple, une boîte française, Equimetrix, qui est une boîte de data science. Ils ont fait quelque chose que je vous incite à aller voir parce que c'est utilisé par tout le monde, qui s'appelle Climate Q&A. Climate Q&A, ils ont créé un data model autour du fameux rapport du GIEC. Et je sais que le rapport du GIEC, il est fantastique, mais il est indigeste. C'est des milliers de pages, tout à fait. mais c'est des données scientifiques extrêmement claires, précises, et sur lesquelles les gouvernements du monde se réfèrent absolument pour travailler là-dessus. Donc, ils ont créé, grâce à OpenAI et sur notre cloud, en fait, et cet agent conversationnel ChatGPT, un outil de conversation pour le citoyen qui lui permet de poser les questions qu'il ne comprend pas et de dialoguer avec eux comme s'ils avaient des experts du GIEC face à eux, mais d'une manière très simple, intelligible et compréhensible et en ayant un accès aux données. Voilà quelques exemples pour montrer qu'il y a une capacité d'innovation incroyable qui est en train de se développer et que ces acteurs sont évidemment essentiels et complémentaires. Ce ne sont pas que les grands acteurs de la tech comme Microsoft. On va fournir des plateformes, on va fournir des outils d'algorithmique pour les développeurs en IA, mais après, il faut de l'expertise métier, expertise par industrie et des acteurs qui vont se spécialiser pour créer ce qu'on appelle des large language models, donc des modèles spécialisés sur un domaine d'expertise très défini. Et je suis contente de voir que dans tout ça, il y a quand même pas mal de boîtes françaises. Il y a pas mal de boîtes françaises, il y a plein d'acteurs internationaux aussi, il ne faut pas se le cacher. Mais il se trouve que l'Europe et la France ont une sensibilité particulière en la matière, du fait, je dirais, de l'ADN un petit peu de notre pays, l'Union européenne, qui a quand même une fabrique quand même sociale également. Le côté environnemental est encore plus fortement poussé en Europe qu'aux États-Unis, il faut le dire, où c'est partagé aux États-Unis. Il y a des avis très différents sur le sujet. Tout le monde ne voit pas du tout les problématiques de la même manière. Et donc, l'Europe a une vraie carte à jouer en plan concurrentiel également là-dessus. En plus, elle a une expérience de protection des données, donc qui a obligé forcément à accroître sa compétence en matière d'analyse des données pour les protéger. C'est un enjeu stratégique. Ok, alors je voudrais qu'on termine par un sujet un peu différent, mais sans doute peut-être lié d'ailleurs, peut-être qu'il est lié à tout ça, j'en sais rien, vous allez nous le dire. Puisqu'il y a un sujet qui vous tient à cœur beaucoup, c'est le concept de leader positif, de leadership positif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors le leadership positif, c'est quelque chose, Claude, effectivement, qui me passionne depuis une dizaine d'années dans ma vie d'entreprise, ma vie sociale, ma vie personnelle. C'est en fait un concept de leadership, une école de pensée qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, qui est à l'intersection de la psychologie positive, des neurosciences, de mindfulness, et qui finalement permet de développer un état d'esprit plus positif pour entraîner les autres, entraîner une organisation à réaliser son potentiel et à le faire de manière positive sur toutes ses externalités, dont l'environnement, dont les personnes, dont tous les sujets. Et en fait, c'est conçu autour de trois domaines. C'est un petit peu un schéma de trois ricochets, si on faisait, on s'amusait faire des ricochets sur l'eau d'un lac avec une pierre. Le premier ricochet, le premier cercle, c'est moi. C'est la capacité qu'a chaque personne, quel que soit son niveau, il ne s'agit pas de parler de CEO d'entreprise, ça peut être quelques personnes que ce soit, à se connaître, avoir confiance en soi, avoir une capacité à comprendre pourquoi on est là. Pourquoi on est là dans cette vie? C'est une grande question. Oui, c'est quand même... c'est difficile à comprendre quand même. Est-ce qu'on peut y répondre? Il faut se forcer d'y réfléchir pour apporter sa réponse et de gérer ses énergies positives. Parce que ça vient de là. Et ça veut dire que ça suppose de travailler à la fois sa condition physique, c'est le bien-être physique, c'est le bien-être mental, c'est cognitif. Et donc, il y a plein d'outils techniques qui ont été développés pour permettre d'avoir cette assise du soi. Après, le deuxième cercle, c'est moi et les autres. Parce qu'une fois que j'ai en moi confiance, une capacité à mieux me connaître, mais c'est jamais parfait, bien évidemment, et avoir une clarté sur mon pourquoi, quand je me retrouve avec les autres et que je m'engage avec les autres, professionnellement, socialement, je vais avoir aussi la capacité à faire sentir et propager finalement ces ondes positives et de les entraîner à travailler ensemble sur une problématique, sur une opportunité, sur une entreprise, sur une activité quelconque, pour aligner tout le monde et construire intelligemment ensemble. Ça se traduit aussi par des méthodes de coaching très différentes que j'ai adoptées depuis pas mal d'années sur la manière de faire grandir les personnes
C'est ça le coaching, c'est pas leur donner des réponses toutes faites, ça ne sert pas à grand-chose. Dans le long terme, on ne développe pas des personnes en disant fais ça, fais ça, fais ça. Mais ça, je l'ai appris au fil des années, je ne l'ai pas fait tout de suite. Et le troisième cercle, c'est moi et le monde. C'est quand finalement on s'aperçoit que on est là pour faire quelque chose avec d'autres au sein d'une communauté, quelle qu'elle soit, pour quelque part essayer de changer positivement le monde. Chacun à sa mesure, hein, parce qu'on peut se dire, ouais, changer le monde, là, là, là. Non, en fait, on peut le faire. Et donc, dans ce domaine, je pense que cet état d'esprit, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de salariés qui ne restent plus dans les entreprises dans lesquelles elles ne voient pas les valeurs qu'elles veulent vivre, elles ne respectent pas l'éthique, elles n'ont peut-être pas un comportement environnemental acceptable non plus. Ces employés s'en vont. Et dans la nouvelle génération, n'en parlons pas, c'est beaucoup plus manifeste. On travaille là-dessus aussi. Oui, c'est quelque chose d'essentiel pour devenir entrepreneur un peu de sa vie et d'arriver à comprendre comment on fait tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme de leadership à faire, je pense, qui est très profond et qui démarre par ce travail sur chaque personne. Et je crois beaucoup, évidemment, de ce fait à la nouvelle génération, soit Schema, et de tous les établissements d'enseignement supérieur et d'autres, d'ailleurs, parce que ça commence à l'école aussi, finalement, mais aussi en profondeur de le faire au sein de dirigeants d'entreprise, de managers, d'organisations, pour comprendre que pour avoir cet équilibre dont on parlait au tout début de People, Profit, Planet, il faut aussi ouvrir son esprit, et pas le fermer, pour avoir cette capacité à comprendre comment on peut, dans ce qu'on fait, dégager une positivité avec les autres pour avoir cet impact positif. Écoutez, c'est fort intéressant. Merci beaucoup. C'est très positif, en tout cas. Je pense que tous nos auditeurs et spectateurs ont reçu des ondes positives. Et alors, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, Jean-Philippe. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et très, très intéressant. Plaisir partagé. Et je vous dis à bientôt à tous ceux qui nous écoutent. Et merci de nous avoir écoutés. Et vous pouvez retrouver tous nos travaux, nos vidéos, nos rapports, nos notes, nos conférences sur notre site publica.schema.edu. Merci et à bientôt.